Hey Google, turn on all lights. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Bonjour, mon nom c'est Louis Limoges. Je suis en affaires depuis que j'ai 16 ans. En fait, j'ai créé mon emploi quand j'ai sorti de l'école. Et j'ai eu une compagnie de design pendant 8 ans qui est maintenant Kiwi Création. Et j'ai fondé Domobec en 2006 finalement pour me lancer dans une passion qui était les technologies et domotique, imotique et tralala. Puis, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise Domobec? Donc, Domobec était fondé en 2006 dans le bâtiment ici. J'avais une compagnie d'informatique qui venait juste de démarrer. C'est toujours fondé sa domotique quand j'ai bâti l'entreprise, sauf qu'en 2006, domotique, Abitibi-Témiscamingue, c'était pas connu. Même à Montréal, c'était pas un domaine qui était très connu. Donc, on s'est lancé quand même parce qu'on voulait être précurseur un peu. Puis on a monté, je vous dirais, jusqu'à environ 2008. On s'est monté une équipe d'environ 7 techniciens spécialisés domotique, ces choses-là, mais services connexes aussi. Donc, on va parler de surveillance, alarme, tout ce qui est sécurité, ces choses-là, parce que la région, finalement, dépendait de ces services-là au bout de la ligne. En 2012, on a fondé un bureau à Montréal. OK. Donc, on a engagé quelques techniciens là-bas. C'est là qu'on a fait l'acquisition de plusieurs équipements, finalement, pour faire plus de l'imotique, ce qui était plus de la domotique au niveau commercial. À ce niveau-là, on s'est lancé dans les franchises de restauration. Parce que c'était plus là qu'on développait un peu nos technologies, notre produit qui s'appelle Synergie, finalement, qu'on a développé au fil des années. Et on a pu l'intégrer dans des franchises comme Pacini, comme Saint-Hubert, qu'on est en train de faire actuellement, qu'on a des gros projets pilotes avec eux autres. On a peut-être la cage qui est en train de parler de ces choses-là, la cage au sport. Et justement, est-ce que tu peux nous clarifier un peu les termes domotique, imotique? La domotique, c'est très simple en fait. La domotique, c'est domicile automatique. C'est les mots s'agencent finalement, puis ça le dit. Imotique, c'est la même chose, c'est immeuble automatique. Donc, c'est de la domotique au niveau commercial. L'automatisation, c'est comme la domotique, l'imotique. C'est un peu le grand domaine qui englobe ces deux termes-là finalement. Mais l'automatisation va être plus au niveau industriel. Quand on va parler d'un mine, c'est ces choses-là qu'on a fait dans le temps aussi, on faisait de la sécurité d'un mine. Il n'y a pas d'utilisateur auto, c'est vraiment des robots, ces choses-là finalement. Quels sont les types d'équipements qui peuvent être automatisés dans une maison, par exemple? C'est beaucoup plus du confort au niveau domotique. Donc, c'est plus l'éclairage automatique que tu n'as pas besoin de gérer. C'est plus tout ce qui est multimédia aussi qui se greffe à ça. Là. Donc, la télé. À ce temps, on a le Google Assistant, on a Alexa, on a Siri, on a toutes ces choses-là. Donc, ça se greffe tout à la domotique. Puis ça fait un méchant beau plus à domotique. Au niveau imotique, par contre, c'est plus... Là, on parle d'énergie. On parle d'énergie, puis surtout de gestion. Quand je rentre chez un franchisé, il est tout le temps pas mal content de me voir, pas nécessairement parce que d'habitude, je suis là pour un problème, là, quand le système est déjà installé. Mais la première fois, quand on installe le système, puis je prends le feedback du franchisé, la réponse est souvent positive parce que ça y a enlevé beaucoup, beaucoup de gestion. C'est un bon exemple, on est en train de faire le Saint-Hubert, ils sont en train de faire à Amos. On rentre avec un projet pilote avec ça. Et c'est un restaurant, c'est un client qu'on avait déjà à l'Hôtel des Escars. Puis c'est un gros mur comme à Cage au Sport qu'on a fait ici. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est qu'on va à l'intégrale. On fait l'éclairage, tout ce qui est contrôle de multimédia, tout ce qui est ambiance. L'ambiance de LED à cette heure qui est beaucoup populaire, l'éclairage de couleurs, ces choses-là. On parle même d'automatiser les panneaux dehors avec des pubs, tout ça. À partir du même contrôleur, à partir du brain, du contrôle synergie qu'on a développé. Quels sont les avantages à installer ce genre de système? Comme je disais tantôt, c'est vraiment du confort, du luxe. C'est vraiment un luxe là, à ce niveau-là. Je ne vous cacherai pas, à la maison, c'est un peu mon laboratoire. Donc, la famille en paye le prix un peu, mais ce qui est le fun, c'est que je peux tester les nouveaux produits, ces choses-là. Puis, on est quand même, ça va faire quand même 15 ans que le business est fondé. Ça doit faire au moins 20 ans que j'ai la domotique à la maison, puis on oublie des fois que la switch est au mur. Parce que, tu sais, on est tellement habitué de rentrer dans la pièce que la switch, pas la switch, mais la lumière allume tout ça, la télé s'allume, ça nous demande quelle source qu'on veut, ces choses-là. On en vient dépendant, mais c'est pas de la lâcheté. Le meilleur exemple, là, ça serait la manette de la télé.
La manette de la télé, c'est pas de la lâcheté de s'en servir au lieu de se lever pour aller changer les channels sur la télé comme les anciennes télés. Sauf que c'est logique. Au bout de la ligne, tu sais, te lever, c'est pas ça, c'est pas de même que tu vas faire ton exercice là, en allant changer les postes de télé, tu te mets dehors à courir. Donc la manette a juste rajouté un côté pratique qui était logique. La domotique, je la vois comme ça pour l'éclairage, le chauffage, ces choses-là. Donc à ce niveau-là, au niveau émotique, c'est vraiment un côté pratique, c'est vraiment un plus-value à la business, tandis qu'au niveau domotique, c'est un luxe. Est-ce qu'en automatisant de plus en plus de choses et en rendant nos bâtiments de plus en plus autonomes, on perd pas, nous, humains, en fait, un peu en autonomie? Et parce qu'en fait, on devient de plus en plus dépendant de tous ces objets connectés. Je dirais pas que c'est la faute de la domotique, cette chose-là. Là, c'est la faute plus des appareils mobiles qui ont vraiment révolutionné le monde à ce niveau-là, qui ont aidé beaucoup la domotique. Par contre, là, on s'entend que sans un iPhone pour contrôler ou un appareil mobile pour contrôler son système, il y a moins de monde qui en aurait l'idée, là, finalement. Si tu penses que tu vas te garder en forme, à te lever pour ouvrir des lumières, t'es peut-être dû pour faire du jogging maintenant. La dépendance, je pense pas, parce que la Switch est encore au mur. On peut toujours se lever, puis des fois c'est plus pratique, on passe à côté de l'interrupteur de toute façon. Fait que ça va plus vite ça que ouvrir l'iPhone avec l'application quand même. T'sais. Mais t'es à l'extérieur en vacances, les voyageurs qui voyagent pour le travail, ces choses-là, pour garder un œil sur la maison, s'il n'y a pas personne à la maison, c'est super pratique. Est-ce que vous avez des projets à venir? On est en train de développer un gros projet pilote finalement avec Saint-Hubert à Amos, à l'Hôtel des Escars. Ça va être quelque chose d'assez cher. Puis on avait déjà installé un gros mur, un display wall. Ces temps-ci, on fait beaucoup de murs vidéo, finalement, qui est la grosse mode. Okay. Projet futur, ça va être, on va refaire probablement un envoi de masse là, pour faire connaître notre produit qui existe encore depuis une bonne douzaine d'années. Le produit Synergie. Synergie Control. On va renvoyer ça probablement, je vous dirais, à l'échelle canadienne, là, à ce niveau-là. Parce qu'on est capable probablement de se faire un standard et de sous-contracter si on a besoin dans d'autres villes, dans d'autres régions, dans d'autres provinces, ces choses-là. À ce niveau-là, comme vous avez vu tantôt, on a un nouveau service d'impression 3D. C'est pas vraiment un service qu'on va offrir à large, finalement. On a une grosse imprimante qui s'en vient, là, qui est pas mal plus grosse que ça, qui va pouvoir faire des pièces industrielles. Mais c'est plus pour nous, à l'interne, qu'on l'a acheté parce qu'on veut développer, ou plutôt produire nos propres boîtiers. Faire notre branding, faire notre image de marque avec nos boîtiers, custom, finalement, personnalisé avec nos logos, ces choses-là. Nos cartes d'affaires sont rendues imprimées en plastique. Donc, toutes ces choses-là, je pense que ça donne un petit côté technologique aussi. Il manque pas de projet pour le futur, ça, c'est ça. J'imagine. Ah, salut, toi! En 2018, on se souvient tous du scandale du partage de données qui a frappé l'univers collectif de plein fouet. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Cette situation a ajouté beaucoup de questionnements concernant l'utilisation de nos données avec les géants du web. D'ailleurs, aujourd'hui, on pense même que nos cellulaires nous écouteraient. Tu sais, ça nous est déjà tous arrivé avant. Par exemple, on parle de vouloir s'acheter une salopette à un ami dans une discussion très banale, puis là, pouf! J'ai des annonces de salopettes sur mon cellulaire. Mais étrange, que dirais-tu? Mais est-ce que ça, par exemple, c'est la preuve que Facebook nous écoute? Est-ce que nos téléphones enregistrent de l'audio pour nous vendre de la publicité? Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur le web pour savoir si Facebook nous écoutait, des tests made. Et même après la réponse de Mark Zuckerberg concernant la fuite de données. Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. J'avions des doutes encore. Le problème est qu'on le sait, que les géants du web ont des façons, ont des intelligences artificielles excessivement précises pour savoir nous cibler et après ça nous vendre ou nous pitcher des effets. Et oui, je te confirme que c'est illégal de nous écouter à travers plusieurs outils technologiques. Par exemple, le cellulaire, les tablettes, les grippins. Mais il n'y a aucune preuve qui dit qu'ils le font. Mais reste qu'il... C'est un peu étrange. Lors d'une entrevue à CBS en 2019, Adam Mosseri, lui qui est à la tête d'Instagram, dit que « Nous ne regardons pas vos messages. Nous n'écoutons pas sur votre micro. Cela serait très problématique pour de nombreuses raisons différentes. » Et là, ça se peut que tu me dises « C'est sûr qu'il va dire ça, t'as la tête, gère tout. » Il y a aussi un des messages qu'il y a une autre situation que les gens paniquaient un peu parce qu'ils pensaient qu'on les écoutait. Facebook a fait une petite annonce sur leur blog. Et ils nous mentionnent d'ailleurs que c'est strictement égal et qu'ils ne le font pas du tout. Voyons donc, tu viens de me dire qu'on va l'écrire, là? L'autre jour, je parlais de m'acheter des chicken wings, puis me checker mon cellulaire.
de chicken wings. En fait, le problème, c'est que, mis à part ces situations-là, il n'y a vraiment aucune preuve tangible que Facebook nous écouterait. En 2019, la compagnie Wandara a fait une étude pour savoir justement, est-ce qu'ils nous écoutent? Ils ont laissé dans une pièce des appareils avec cette playlist pendant 30 minutes à 14 heures à chaque jour pendant 3 jours. Résultat, il n'y avait rien. Le cellulaire prenait rien. Il n'y avait même pas d'annonce Facebook sur. Il n'y avait rien. Mais pourquoi que tu parles de quelque chose, ça te pop direct d'en face? En fait, pour expliquer tout ça, il y a une théorie que j'aime bien, qui s'appelle le phénomène Baader-Meinhof, ou l'illusion de fréquence. Je l'ai pratiqué avant le nom tantôt parce que je disais ça, Baader-Meinhof. Très beau. L'illusion de fréquence, c'est l'impression de voir quelque chose apparaître partout qu'on vient d'apprendre ou de découvrir. En fait, le phénomène explique que le cerveau humain est très sélectif dans la gestion de ses données et à ce qu'il va porter attention. Et puisque à chaque jour, et encore plus aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations de tout partout, le cerveau va sélectionner ce qui est important pour lui en ce moment. Si dans ton esprit, dans ton univers, en ce moment, tu focuses sur une chose, tu risques de le voir beaucoup plus ou de porter attention beaucoup plus à cette chose que tu vas voir. Par exemple, moi, dans ma vie, j'ai un exemple tout simple. J'ai toujours l'impression quand je regarde le temps ou les chiffres, que je vois le chiffre 911. Bon, ça fait un peu conspirationniste, là, c'est en lien avec le 9/11. Je sais pas pourquoi. Mais là, le problème étant qu'à quelque part, je crois voir ce chiffre-là plus souvent parce que je m'attarde justement à ce chiffre-là plus souvent. Mais je vois d'autres chiffres dans la journée. Mon cerveau sélectionne que le 911, c'est lui que j'ai l'impression de voir le plus souvent. D'ailleurs, on peut faire plusieurs autres exemples avec cette illusion de fréquence. Et ce phénomène peut amener autre chose qu'on peut appeler le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est lorsque les individus s'occupent de manière sélective d'informations qui confirment leurs croyances tout en ignorant simultanément les informations qui pourraient contester ou fournir des preuves contre ces croyances. En gros, tu choisis de croire à ce que tu as besoin de croire en ce moment. Ton cerveau va sélectionner des informations. Ça, c'est pas seulement au niveau physique, mais ça peut être au niveau idéologique. Et oui, je vous affirme qu'on tombe tous dans le même piège. C'est pour ça que c'est important de toujours questionner ce qu'on nous propose. Et c'est là un des dangers qu'on peut voir présentement avec les conspirationnistes. Qui questionnent, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que leur vision des choses va être simplement en une direction. Ils vont complètement délaisser ce qui se passe alentour. Par exemple, s'ils croient que la Terre est plate, tout ce qu'ils vont penser, tout ce qu'ils vont voir, c'est les choses en lien avec le fait que la Terre pourrait être plate, sans toutefois essayer de relever peut-être des informations qui prouveraient le contraire. Ton cerveau va seulement focuser sur les éléments qui vont approuver ce que tu penses en ce moment. Pour revenir à Facebook, qui pourrait peut-être nous écouter en ce moment, c'est peut-être ça qui arrive justement avec les gens qui pensent qu'on nous écoute à travers nos cellulaires. On s'entend qu'ils ont des bien meilleurs moyens que de nous écouter en train de prendre notre douche. Ça ne sert pas à grand-chose, ça va comprendre notre douche. Ils ont des moyens un petit peu plus, le mot là, stalker. Et comme le dit Wandera dans la dernière recherche, la réalité est que les annonceurs n'ont pas besoin d'écouter nos conversations car ils ont d'autres moyens intelligents de profiter les utilisateurs. Les données de localisation, le comportement de navigation, les adresses IP, les pixels de suivi et les profils de réseaux sociaux fournissent tout suffisamment d'informations pour prédire ce que vous pensez acheter. Pas besoin de nous écouter. Leur intelligence artificielle est assez puissante pour prédire ce qu'on aime. C'est ça qui fait peur. Si je pouvais tout résumer ça, faites-toi jamais confiance. Hey! Je suis Valentin Foch, je travaille au Petit Théâtre du Vieux-Noranda depuis maintenant 2 ans et demi. Je viens de Nevers. Nevers, c'est une petite ville dans le centre de la France. Je suis venu une première année au Canada pour faire un échange étudiant, pour faire ma 10e année de bac, pendant 1 an à l'UQAT, à Rouen. Puis je suis reparti finir mon bac en France, puis après j'avais envie de faire une maîtrise, je savais pas trop où aller, puis j'ai postulé pour l'UQAT, j'ai été pris, fait que je suis revenu ici pour faire ma maîtrise. Pourquoi rester à Rouen-Noranda pour développer l'écosystème numérique? En fait, c'est comme c'est fait de fil en aiguille, puis c'est comme plein de péripéties qui sont arrivées, puis beaucoup de chance en fait. C'est qu'après ma maîtrise, j'étais embauché ici au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, puis j'ai trouvé un travail dans mon domaine qui me plaît, qui me permet de faire plein de belles choses, plein de beaux projets. Ensuite, pourquoi j'ai décidé aussi de rester, parce que j'ai quand même accepté puis voulu rester, c'est parce que je trouve que Rouen, c'est un beau terrain de jeu. Il y a comme les gens se connaissent vite, on se fait vite confiance, ça permet d'aller très facilement vers des gens pour émettre des projets. Il y a quand même une vie culturelle qui est très émanante, puis qui laisse place à plein d'imagination, puis qui laisse place au culot un peu, qui laisse place
aller vers de nouveaux défis, essayer de nouvelles choses. Des fois ça rate, des fois ça marche, mais c'est vraiment un terrain de jeu qui permet d'essayer des affaires, de prototyper, puis d'avancer. Tu as fait déjà plusieurs expositions autour du numérique. Quels sont les thèmes que tu aimes aborder? Qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que tu as un message que tu veux véhiculer à travers tes œuvres? On est de plus en plus assisté par des robots comme par exemple les Google Home avec les assistances vocales, ou Google Home ou Alexia ou d'autres marques. Ou en tout cas on est de plus en plus aidé par des automates puis par des robots. Puis je trouve c'est intéressant parce c'est très film de science-fiction là, mais dans notre vie on voit pas forcément, on voit les robots comme des outils qui nous accompagnent, mais on leur donne jamais vraiment une âme en fait, c'est vraiment juste une machine. Puis je me dis peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être même dans 2 ans, les robots seront tellement poussés qu'ils pourront avoir une âme, puis ça pourrait devenir l'ami. Donc en fait, moi je m'amuse à utiliser un peu ces robots qui existent déjà pour leur donner comme une âme. Comme par exemple la dernière expo que j'ai fait, Je ne suis pas que voix à Val d'Or, au centre d'expo de Val d'Or, c'était vraiment des Google Home qui se rebellaient, qui en avaient marre de travailler 24 heures sur 24, puis qui se syndicalisaient, qui décidaient de faire grève, puis qui répondaient plus aux demandes, puis qui leur disaient « Mais pourquoi tu me demandes plein de choses, tu me laisses pas dormir, tu me laisses pas de pause, je suis toujours en train de donner tes données à Google. » J'aimerais bien avoir comme au moins un peu de répit dans ma journée, de pouvoir penser par moi-même et pas forcément être pris par les algorithmes et de suivre des règles précises. L'autre expo aussi, c'était avec Crocodile du Nil, c'était avec un collectif qu'on a monté pendant nos études. C'était à l'écart, puis en fait on avait fait une espèce ça s'appelait Je ne suis pas que LED, vous verrez les deux noms qui se ressemblent. Puis en fait c'est une machine qui demandait de l'attention, moins il y avait de personnes qui passaient la caresser, plus elle s'excitait, plus il y avait de la lumière, plus c'était comme une espèce de box en tissu, puis là tu avais comme des espèces de bras qui venaient pousser le tissu, puis plus ça allait, plus ça accélérait, puis là il fallait arriver, puis la caresser, puis là elle se calmait, puis elle se remettait dans sa bulle. Donc c'est ça, c'est un peu donner une âme à tous ces artefacts et tous ces automates. Ça c'est peut-être une question qui vient avec mon aspect de novice dans le numérique. T'es pas novice. Non, un petit peu quand même. Mais on a l'impression que tu trouves toujours une solution technique pour parvenir à ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui te pousse à toujours rester informé, genre des nouveautés et de ce qui se fait dans ton domaine du numérique? C'est une passion en fait, moi j'aime vraiment ça, j'aime vraiment voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les autres artistes font, comment ils le font, avec quel logiciel. Des problèmes je pense qu'il y en a dans tous les travails, puis c'est ça un peu un travail, c'est de trouver des solutions à nos problèmes puis pouvoir avancer. Fait que moi mon dada c'est vraiment tout ce qui est plus dans la création numérique, fait que c'est ça, je m'amuse toujours à contourner et puis à trouver une solution. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours envie de le faire? S'il n'y aurait plus ça, je pense que je changerais de métier. Comme c'est une passion, comme c'est quelque chose qui m'attrait beaucoup puis que j'aime m'amuser avec, c'est sûr que ça ne me dérange pas de passer des heures à débugger un programme. Et des nuits entières. Et des nuits entières même. Tu en as déjà un peu parlé de tout à l'heure avec les Google Home et tout ça, donner une âme à la technologie, mais est-ce que ça te fait peur un peu l'évolution de tout ça? Est-ce qu'il y a la vitesse à laquelle ça va aussi? Est-ce que ça me fait peur? C'est sûr que je ne sais pas vers où ça va aller dans 10 ans. En fait, je pense que ça me fait pas si peur parce que je pense que la machine sera toujours contrôlée par l'homme. Là où ça commencera à me faire peur, c'est quand la machine sera plus contrôlée par l'homme, mais je pense que c'est quand même, on a encore de la marge là-dessus. C'est sûr que personnellement, je ne mettrai pas de Google Home chez moi, même si je sais que mon téléphone est là, mais ça c'est plus pour ma vie privée. En fait, je pense que c'est ça qui me fait le plus peur, c'est comment les gens vont utiliser les technologies plutôt que la technologie en tant que telle en fait. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se sensibilise tous, moi le premier, avec les nouvelles technologies, puis surtout avec notre vie sur les réseaux sociaux, puis sur le web. Comment fais-tu pour allier ton travail au Petit Théâtre en tant que chargé de projet en recherche et numérique et puis ta facette d'artiste? Le travail au théâtre en fait me laisse énormément de liberté. Puis j'en parlais là, hier avec quelqu'un justement au Festival de cinéma. Puis je lui disais, moi ce qui est incroyable dans mon travail, c'est que j'ai les avantages d'un temps plein puis d'une stabilité avec les avantages du travailleur autonome puis pouvoir faire des projets à droite à gauche avec un peu qui je veux. C'est sûr que je peux pas non plus faire tout ce que je veux là, c'est pas ce que je dis, mais tu sais, j'ai quand même la liberté de travailler pour des projets qui me plaisent, puis qui me tentent, puis que si vraiment il y a un projet qui me tente, on va rarement me dire non, là tu peux pas le faire, sauf si quand on me le dit, c'est parce que non, t'as pas le temps, Valentin, de le faire. Mais c'est pas parce qu'on veut pas que je le fasse. C'est sûr que je prends pas beaucoup de temps pour développer des projets perso, en fait, c'est hors du Petit Théâtre, bien entendu.
Des fois, j'aimerais bien, des fois, ça me manque, mais c'est sûr que le soir, quand j'ai déjà passé toute ma journée devant un ordinateur, j'ai plus envie de me remettre sur un ordinateur. C'est quoi ta technologie préférée? Ma technologie préférée, c'est les ordinateurs. Ce que j'aime avec l'ordinateur, en fait, c'est que c'est le cerveau de tout. Tu peux faire tout n'importe quoi avec ça, tu peux brancher n'importe quoi, et puis tout ça. Puis en plus, ce que j'aime vraiment aussi faire, c'est pas forcément une technologie en particulier, mais c'est de pouvoir relier différents logiciels pour pouvoir allier différentes technologies ensemble, en fait. Par exemple, je m'amuse vraiment à prendre le visuel, l'envoyer dans un autre logiciel qui s'appelle Resolume, par exemple, pour faire du mapping. Ce qui est cool aussi avec le travailler avec les ordinateurs et tout, c'est qu'en fait, tout est possible à faire. Puis ça prend du temps, par exemple, ça prend de l'énergie, mais on peut autant faire de la musique, faire du visuel, on peut faire de l'interaction, on peut lier ça avec du théâtre. Fait que c'est quelque chose qui est, justement, quand je disais relier les logiciels, mais ça permet aussi beaucoup de relier les différentes disciplines d'art. Est-ce que tu as des projets d'exposition, des projets de réflexion en ce moment? Déjà un projet toujours dans l'idée avec des assistances vocales là, que je veux faire avec le petit théâtre. Où l'idée c'est je ne suis pas que voix, donc l'expo que j'ai fait à Val d'Or sur les assistances vocales qui se syndicalisent, j'ai comme envie d'essayer de le monter en pièce de théâtre, sauf que moi je ne sais pas écrire, il faut que je m'entoure d'une équipe de dramaturges, de scénographes, mais c'est ça, j'ai envie d'explorer un peu ça là. J'ai toujours, depuis que je suis petit, je tripe sur tout ce qui est spectacle, sur les arts de la scène, tout ça. Puis fait que j'aimerais bien essayer de partir un peu un projet, de m'entourer d'une équipe pour partir un projet autour justement du... L'idée, c'est un peu de faire une rencontre Tupperware qui dérape à cause des assistances vocales. La photogrammétrie, le principe, c'est de prendre plusieurs photos consécutives qui se superposent, puis qu'ensuite le logiciel va les greffer ensemble pour créer un modèle 3D. Moi, je m'appelle Guillaume Bouvard. Je suis technicien en bâtiment de formation et je suis arrivé en Abitibi en 2009 depuis la France. J'ai commencé dans une firme de génie conseil à Rouyn-Noranda directement. Je suis resté 5 ans à peu près et j'ai décidé de changer d'emploi. Je suis parti pour un entrepreneur et aujourd'hui, depuis 2016, je me suis joint à l'équipe de LIDER ici à Rouyn. Justement, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise? LIDER, c'est une petite firme de génie conseil. On est 8 employés. On propose des services courants d'ingénierie, tous les services possibles là, qui sont reliés au génie. Donc. Puis on propose également un service de gestion de projet. Présentement, c'est nous qui gérons la construction du nouvel aéroport de Rouyn-Noranda. Et puis, on fournit des services également de dessin assisté par ordinateur et services de numérisation en 3D. Aujourd'hui, on s'intéresse au numérique, justement. Ouais. Vous avez développé, comme tu disais, une technologie pour numériser des scans 3D, faire des scans 3D en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et puis un peu simplement comment ça marche? Oui, c'est ça, je vais essayer de vulgariser. Dans le fond, on n'a pas développé cette technologie, mais on l'utilise allègrement. C'est via un scanner 3D. Donc, dans le fond, c'est basé sur la lumière. C'est-à-dire que c'est un rayon laser qui va et qui vient pour mesurer des distances. Et il fait ce qu'on appelle un balayage, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même à 360 degrés. Il mesure 1 million de points par seconde. Fait que ce qui permet de mesurer tout ce qu'on voit autour de nous. Donc, il ne voit pas à travers les murs, mais il voit ce on voit. Ça permet d'avoir un nuage de points. C'est vraiment de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on arrive, ce qu'on a dans notre nuage de points, c'est les conditions réelles. Okay. Et puis c'est au millimètre près, fait que c'est ça. C'est quoi les applications courantes de cette technologie? Alors la plupart du temps, on va s'en servir dans nos projets pour faire des relevés, surtout quand on fait de la rénovation, de l'agrandissement. On va avoir des conditions qui vont être réelles avec le nuage de points qui vont nous permettre de faire la nouvelle bâtisse, si c'est une extension, ou bien de positionner des nouveaux équipements dans une mine, par exemple. Le but, c'est de gagner du temps pendant la conception pour éviter les problèmes au chantier.
C'est quoi du coup, les avantages de cette technologie et puis qu'est-ce que ça apporte en fait aux entreprises qui font appel à vous? L'avantage surtout, c'est de ne pas avoir à revenir au chantier. Souvent, ça coûte très cher parce que les chantiers ne sont pas nécessairement à côté. On est en Abitibi, il y a des grandes surfaces à couvrir. Fait que des fois, le fait d'avoir un relevé 3D évite d'avoir à revenir sur place parce que souvent, on va se concentrer quand on fait un relevé à la main sur une poutre d'acier ou un mur, mais on va avoir oublié qu'il y avait un petit fil qui passait et qui ne peut pas être bougé pendant la construction. Fait que souvent, c'est ça que le nuage va nous permettre de voir, c'est on a encore tous ces détails-là qui sont là et qui sont mesurables aussi. Fait que c'est un gain de temps au niveau des coûts pour ne pas avoir à retourner. Ça permet aussi de faire des relevés en hauteur sans avoir à se monter dans une nacelle. Par exemple, pour faire un relevé de façade de bâtiment extérieur, on peut se positionner en avant dans la rue et pouvoir mesurer jusqu'au toit sans problème. On a une portée de 370 mètres. Par exemple, on est allé relever la cathédrale d'Amos. Eux autres voulaient vérifier des fissures dans le dôme au niveau de la cathédrale, ce qui est une hauteur considérable. Là. Je pense qu'on parle de 40 mètres de haut. Et donc, c'était possible avec le scan 3D en haute résolution. Le scan a pris à peu près 1h15. Mais on avait une résolution d'1 millimètre. Il y a une nouvelle mine à Val-d'Or qui s'appelle Eldorado Gold, qui est repartie d'une mine existante qui était en arrêt complet, qui était quasiment désaffectée. Fait qu'eux autres avaient besoin d'avoir cette mine-là en 3D pour pouvoir repartir. Donc, on est allé scanner pendant 5 jours consécutifs toutes les installations de la mine, les installations en surface, donc c'est-à-dire l'usine au complet. Fait que c'est ça, on a passé 5 jours là, on a fait à peu près 300 relevés. Et puis, c'était un nuage de points qui était énorme. C'est sûr que le défi aussi des données qui sont retirées de ça, c'est que ça prend des machines pour les faire rouler qui sont assez grosses. Okay. Aujourd'hui, on essaye d'utiliser les solutions infonuagiques pour que nos clients puissent consulter leur nuage en ligne sans avoir à avoir le nuage sur leur machine, parce que ça prend des machines vraiment avec des mémoires qui sont considérables. Et aussi, c'est ça, on a un service de relevé par drone aussi depuis 2019. Okay. Donc, on a un drone professionnel qui nous permet de fournir des informations au centimètre près. Donc, avec de la photogrammétrie. Comme je le disais, le laser, le scan 3D est basé sur un laser, sur la lumière, tandis que le drone, lui, est basé sur la photographie. Okay. Fait que c'est aussi la lumière qui est en jeu, mais là, c'est pour l'éclairage de la scène. Donc, il permet la photogrammétrie, le principe, c'est de prendre plusieurs photos consécutives qui se superposent, puis qu'ensuite, le logiciel va les greffer ensemble pour créer un modèle 3D ou une géophoto, ce qu'on appelle. C'est une photo qui est géoréférencée et sur laquelle on va pouvoir prendre des mesures aussi. Le résultat est quasiment le même puisqu'il permet aussi de produire un nuage de points, mais de manière un peu moins précise que le scan 3D qui, lui, est vraiment fait pour ça. Ça permet de couvrir des plus grandes surfaces en un temps vraiment record. Là. Quand on va aller voir des zones forestières ou bien inspecter des terrains ou des chantiers, ça prend quelques minutes. Le drone va faire le balayage complet avec ses photos, puis ensuite on va pouvoir avoir un relevé qui est quand même bon. C'est sûr qu'il y a des contraintes de temps. On est en Abitibi. C'est des machines qui sont, pour le drone en tout cas, qui sont assez sensibles parce qu'il y a le vent aussi qui rentre en compte. Le scanner, lui, est très résistant, on va dire, parce qu'on peut scanner jusqu'à moins 20 degrés à plus 50. On peut scanner avec des vibrations. Il y a un compensateur à l'intérieur qui permet de compenser quand il y a de la vibration. Il est étanche à l'eau, à la poussière. Fait que c'est ça qui nous permet d'aller dans des milieux très hostiles comme les mines. Et puis, est-ce que vous avez des projets à venir? Oui, des tonnes. Oui, j'imagine. Oui, ben c'est ça. Là, on est en train de développer la réalité virtuelle avec casque pour nos clients qui puissent se promener à l'intérieur de leur nuage de points directement en virtuel avec un casque. Et puis là, ben, on vient de monter une nouvelle compagnie aussi qui est un merge de 4 compagnies au Québec qui sont experts chacune dans leur domaine pour faire du relevé uniquement souterrain et dans des milieux dangereux, donc dédiés à l'industriel et aux mines. Donc là, on a un nouveau drone qui arrive, qui lui est fait exprès pour aller dans des espaces vraiment très restreints. On a également un nouveau scanner laser qui lui va être embarqué sur le drone et puis qui va aller dans les galeries minières pour faire le relevé de galeries minières directement en drone.